À 23h30, mon frère a pris les clés de la marina. Au lever du soleil, le hors-bord de 92 000 $ était fracassé contre les rochers. Maman a crié, « Arrête de le blâmer. C'était un accident. » Je ne me suis pas défendu, car ce bateau n'était pas à moi. Maman a pâli, quand le propriétaire de la marina a posé le pied sur le quai, tenant les papiers d'immatriculation. La coque d'un bélinet de 28 pieds, était coincée entre deux rochers, à une quarantaine de mètres du brise-lames. Elle penchait fortement sur tribord, et sa proue était fendue, comme si quelque chose avait essayé de la couper en deux, de l'intérieur. Je me tenais sur le quai, à l'emplacement numéro 14, avec mon presse-papier sous le bras. Le goût du café brûlait encore le fond de ma gorge, et je regardais 92 000 $ de fibres de verre, se broyer lentement, dans la marée basse du matin. L'amarre de proue avait été détachée du taquet du quai, et jetée sur les planches. L'amarre de poupe était toujours fixée, au taquet arrière, mais l'extrémité de la corde était effilochée, et déchirée. Le bateau avait forcé vers l'avant, tirant dessus, jusqu'à ce que la ligne cède. Quelqu'un avait enlevé l'amarre de proue, démarré le moteur, et accéléré pour sortir de l'emplacement, alors que l'arrière était toujours attaché. Le porte-clés, avec son flotteur en liège orange, accroché à ma ceinture, a capté la lumière de l'aube. Et quand je l'ai regardé, puis que j'ai fixé l'emplacement 14, c'est au vide où le bateau du docteur Aldridge aurait dû se trouver, j'ai su, avant même de vérifier les caméras, exactement qui avait fait le coup. Le soleil se levait à peine, en ce dimanche matin de juillet. J'étais directrice des opérations, à la marina de Brookfield, depuis 4 mois. Avant cela, j'avais été coordinatrice adjointe, pendant 3 ans. Chaque emplacement, chaque navire, chaque contrat, chaque angle de caméra, et chaque table des marées affichée au mur, faisait partie de mon travail. La marée basse, ce matin-là, avait fait affleurer les rochers du chenal, à peine 60 cm sous la surface. Toute personne travaillant sur l'eau, le saurait. Toute personne étrangère à ce milieu, ne penserait pas à vérifier. Mon frère, 3, ne travaillait pas sur l'eau. Il ne travaillait nulle part. Il avait 26 ans, vivait dans le sous-sol de ma mère, entre son 4e et son 5e emploi. Il avait une facture de téléphone, que je payais depuis 14 mois, et un véritable talent, pour casser les affaires des autres. Le bureau de la marina était plongé dans le noir, quand je l'ai déverrouillé. 4 caméras de sécurité, couvraient les quais, le parking, la station-service, et l'entrée principale. Je me suis assise au bureau de sécurité, et j'ai épluché les images de la nuit. Juste après 3 heures du matin, une silhouette a franchi la grille principale. La personne était trempée, l'eau salée dégoulinant de son short, et elle portait ses chaussures, à la main. Elle a traversé le parking, et s'est assise sur le capot d'une Honda Civic grise. Cette voiture n'était pas là, quand j'avais fermé, le samedi soir. J'ai continué à rembobiner. Juste avant minuit, cette même silhouette, était passée par le portail, en utilisant une clé. Ma clé. Celle accrochée au flotteur en liège orange, que je fixe toujours à mon passant de ceinture. Celle que Hank Brookfield m'avait remise lors de ma première semaine, en me disant « Ne les perds pas ». C'est 30 ans de confiance, sur un seul anneau. L'homme sur l'écran, c'était 3. Je l'ai regardé marcher jusqu'à l'emplacement 14, monter sur la plateforme de bain du Bélinet, et se pencher dans le cockpit. 2 autres personnes l'ont suivi, franchissant le portail, quelques minutes plus tard. Dans l'heure qui a suivi, le bateau avait disparu de son quai. Vers 3 heures du matin, 3 est revenu seul, trempé, portant ses chaussures. Ses 2 amis n'apparaissaient nulle part, sur l'image. Le bateau était sur les rochers. 3 l'y avaient mis, et c'était mes clés, qui avaient ouvert le portail. J'ai sauvegardé la vidéo, sur l'ordinateur du bureau, et j'en ai fait une copie, sur une clé USB. J'ai glissé la clé, dans la poche de ma veste. Ensuite, je suis resté assise là, pendant quelques minutes, pour me laisser le temps de comprendre, toute l'ampleur de la situation. La fissure sur la coque, se trouvait sous la ligne de flottaison. La virure bâbord avait été cisaillée net, à l'endroit où elle avait heurté, à pleine vitesse, l'arête du rocher. 4 années passées à évaluer les dégâts des tempêtes, m'avaient appris à lire les fractures de coque, comme un médecin lit une radiographie. C'était un impact, à une vitesse de 15 à 20 nœuds, contre un objet fixe. Rien que le renflouement, coûterait 2200 $. Au vu de la fracture, je savais qu'une perte totale, était probable.
Un expert maritime devrait le confirmer, mais la coque m'avait déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans le coin Reddit. Ce que je m'apprête à vous raconter ne concerne pas seulement un bateau naufragé. Cela parle de ce qui se passe quand la personne que la famille traite comme son équipe de nettoyage décide d'arrêter de nettoyer. Ma mère, Vivien, nous a élevés seuls, 3 et moi, après le départ de notre père, quand j'avais 9 ans. Elle a cumulé 2 emplois, pendant des années. Elle a tenu la baraque. Je ne ferai jamais semblant de croire qu'elle n'a pas fait de sacrifices. Mais, quelque part au milieu de tous ces sacrifices, un système s'est mis en place. Ce système avait des règles, pour lesquelles personne n'avait voté, mais que tout le monde suivait. J'étais la personne responsable. 3 était celui qui avait besoin d'aide. Quand 3 a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, à 19 ans, Vivien a payé les $2000 de frais d'avocat. Elle m'a ensuite dit de le conduire à ses audiences au tribunal, car elle ne pouvait pas prendre de congé. J'avais 23 ans. Je venais de commencer à la marina. 4 dates d'audience, réparties sur 3 mois, m'ont coûté 2 gardes du matin. Hank n'a jamais dit un mot, mais il a vérifié le planning ces matins-là, et je l'ai vu faire. 3 ne m'a jamais remercié pour les trajets. Il s'asseyait sur le siège passager, faisait défiler l'écran de son téléphone, et une fois, il m'a demandé de m'arrêter à un drive, sur le chemin du retour. Je me suis arrêté. J'ai payé son repas. Et je l'ai ramené à la maison. Vivien nous a accueillis à la porte. Elle a serré 3 dans ses bras, lui a dit que ce serait bientôt fini, puis elle m'a regardé par-dessus son épaule, et a dit « Merci, chérie. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Elle a dit cela, de la même manière, qu'on remercie un distributeur automatique, pour avoir délivré ce qu'on a payé. Quand 3 a été renvoyé de son 2e emploi, un poste en entrepôt qu'il avait occupé pendant 4 mois, Vivien m'a dit que c'était la faute du superviseur. Lorsqu'il a été viré du 3e, un poste au comptoir des pièces, elle a dit que les horaires étaient déraisonnables. Au moment où le 4e a pris fin, elle a arrêté de se justifier, et a commencé à demander. Les demandes commençaient toujours, de la même façon. Gemma, j'ai besoin d'une petite faveur. Lorsque 3 a perdu son 3e emploi en 2 ans, Vivien m'a appelé, un mercredi soir. J'ai besoin que tu ajoutes son téléphone à ton forfait, a-t-elle dit. Il doit rester joignable, pour des entretiens. Maman, ça fait $165 par mois, avec les mensualités. C'est temporaire, Gemma. Il fait des efforts. 14 mois plus tard, 3 était toujours, sur mon forfait. Son téléphone servait principalement, pour des discussions de groupe sur le basketball, ou des ouvertures de brasserie. J'ai arrêté de demander, quand il allait reprendre le paiement, parce que mes questions faisaient pleurer Vivien. Et quand elle pleurait, cela signifiait un appel de 90 minutes, sur le sacrifice et la famille. Elle rappelait comment, elle avait abandonné sa carrière d'enseignante, pour nous. Et que la moindre des choses, c'était de rester soudés. Le calcul était simple. 90 minutes de culpabilité, coûtaient plus cher que $165. Alors, j'ai payé. Quand j'ai commencé chez Brookfield, le système familial s'est trouvé une nouvelle cible. Ça a commencé doucement, et ça a poussé comme les mauvaises herbes, entre les planches d'un quai. Assez lentement pour qu'on ne le remarque pas, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte. Le code du portail a été le premier. Vivien l'a donné à son club de lecture, pour une soirée vin au coucher du soleil, sur le quai des invités. 12 femmes, avec des verres, et des plateaux de fromage. Aucune décharge de responsabilité signée. Aucune notification à la direction. Et aucun plan de nettoyage. Le lendemain matin, j'ai trouvé 2 verres à vin brisés, flottant dans l'eau. Un couteau à fromage était coincé entre les planches, et il y avait une tache sur le banc, qui m'a pris 40 minutes à frotter. Le nettoyage a coûté $200. Je l'ai payé avec mon propre salaire, et je n'ai rien dit à Hank. Je ne voulais pas qu'il sache que ma mère utilisait le code d'accès de sa marina, comme si c'était son mot de passe Netflix. Ensuite, le quai de ravitaillement. 3 avait un jet ski, qu'il gardait à la maison du lac, d'un ami. Il a commencé à l'amener à la marina, le week-end, et à faire le plein, à la pompe commerciale. Il tapait le code du compte, que j'avais eu le malheur de noter, sur un post-it. Sur 2 étés, les frais se sont élevés
à 1400 $. Quand j'ai confronté Vivien, elle a dit que c'était un simple oubli. Il pensait que c'était inclus, parce que tu travailles là-bas, a-t-elle affirmé, comme si mon emploi était fourni avec un forfait carburant familial. 3 a également stocké le jet ski, à l'emplacement 22, pendant 3 mois. Sans contrat, sans assurance, sans rien demander. Les frais d'amarrage impayés s'élevaient à 600 $. J'ai tout couvert. J'ai déplacé les frais de carburant vers une ligne de frais divers, j'ai payé la différence d'emplacement avec mon propre chèque, et je n'ai rien dit à Hank. L'excuse que je me donnais, c'était que je protégeais mon emploi. C'était vrai en partie, mais la vérité la plus profonde était plus laide et plus difficile à avouer. Je protégeais la seule version de la famille qui me restait. À chaque saison, le coût de cette version augmentait, tandis que ce qu'elle protégeait devenait de plus en plus fragile. Une personne, à la marina, avait vu clair dans mon jeu Boarland, travaillait comme agent de quai chez Brookfield, depuis 22 ans. Il avait 59 ans, était taillé comme un piquet de clôture, et ne gaspillait jamais ses phrases. Lors de mon premier hiver, en tant que coordinatrice des opérations, une tempête a détaché 3 bateaux de leurs amarres, à 2 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à la marina dans l'obscurité. J'étais effrayée, et incertaine du protocole, car le manuel ne prévoyait pas les vents à 50 nœuds. Beau était déjà là. Il avait de l'eau noire jusqu'aux hanches, et renouait les amarres, à main nue. Il a levé les yeux, quand j'ai couru sur le quai, et a dit une seule chose, attrape cette amarre de poupe, marche. On a environ 4 minutes, avant la prochaine houle. Pas de manuel, pas de condescendance, juste le travail. Nous avons sauvé les 3 bateaux. Il n'en a jamais parlé à Hank. Chaque fois que je doutais de ma place, dans cette marina, je pensais à sa voix, dans l'obscurité. Une voix calme, et assurée. Il m'avait traité, comme quelqu'un de capable, de tenir bon dans la tempête. Ce samedi soir de juillet, Vivien m'a invité à dîner. La cuisine sentait la poitrine de bœuf fumée, et la purée à l'ail. Il y avait aussi l'odeur de la bougie, qu'elle allumait toujours, lorsqu'elle jouait le rôle de la mère qui maintient la famille unie. 3 étaient au comptoir de la cuisine, faisant défiler l'écran de son téléphone d'1 pouce. Il était pieds nus. Une bière était ouverte près de son coude. La table était dressée avec des serviettes en tissu, ce qui signifiait qu'elle était de bonne humeur, ou qu'elle voulait quelque chose. 3 n'a pas levé les yeux, quand je suis entré. Vivien m'a embrassé sur la joue, et a dit, « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Assieds-toi. » J'ai accroché ma veste sur la chaise, et j'ai clippé le porte-clés avec le flotteur en liège, à mon passant de ceinture, comme toujours. À un moment donné, pendant le dîner, le clip m'a rentré dans la hanche. J'ai posé le porte-clés, sur le comptoir, à côté de mon verre d'eau. Je l'ai laissé là, quand je suis allé aux toilettes. Et je l'ai encore laissé là, quand j'ai aidé Vivien à faire la vaisselle. Je suis rentré chez moi, vers 21 heures. Je ne me suis rendu compte de la disparition des clés, que lorsque j'étais déjà au lit. J'ai cherché sur la table de nuit, où je les pose toujours, mais je n'ai rien trouvé. C'était à 10 minutes de route. Je passerai les prendre, le lendemain matin. J'ai mis mon réveil pour me lever tôt, j'ai éteint la lumière, et j'ai fermé les yeux. Peu après 5 heures du matin, mon téléphone a sonné. Vivien parlait très vite. Elle disait quelque chose à propos de 3, d'un bateau, de la marina, et d'un accident. Elle répétait que ce n'était pas de sa faute. Arrête de le blâmer, Gemma. C'était un accident. Viens ici, et règle le problème, avant que quelqu'un d'autre ne le voie. J'étais déjà dans mon pick-up, avant qu'elle ne termine sa 3e phrase. 4 années de travail à la marina, m'avaient appris exactement, ce que l'équation 3 plus un bateau, plus régler le problème, allait donner. Le calcul n'était jamais compliqué avec lui. La facture était la seule chose qui changeait. Le quai, l'emplacement vide, la coque sur les rochers. L'amarre de proue jetée sur les planches, et l'amarre de poupe déchirée, effilochée au point de rupture. 92 000 $ de valeur de navire. Et sur les images de vidéosurveillance horodatées, à 23h30, 3 soulevant le flotteur en liège orange, du comptoir de la cuisine de Vivien. Il le glissait dans la poche de sa veste, avant de conduire jusqu'à la marina. Je n'ai pas rappelé Vivien, pour me disputer. Le document d'immatriculation, rangé dans le classeur de Hank, portait un nom,
qu'aucun de nous ne partageait. Ce bateau n'était pas à moi. Il n'appartenait pas à ma famille. Et la personne à qui il appartenait ne se laisserait pas amadouer, avec des larmes ou des excuses. Environ 1 heure plus tard, la berline de Vivien est entrée sur le parking. 3 étaient sur le siège passager. Il portait des vêtements propres, et avait les cheveux secs. Il était rentré chez lui après l'accident, s'était douché, s'était changé. Ensuite, il avait laissé sa mère le ramener, comme s'il arrivait, pour un rendez-vous chez le dentiste. Vivien s'est avancé sur le quai, en premier. Elle a regardé les rochers, puis l'emplacement vide, et a commencé à parler, avant même de s'arrêter de marcher. Il s'est détaché avec le vent. L'amarrage a lâché. Tu dois signaler ça, comme des dégâts causés par les intempéries, Gemma. Ces choses-là arrivent. L'amarre de proue a été détachée, et jetée sur le quai, maman. L'amarre de poupe s'est rompue, sous la puissance du moteur. Ce bateau ne s'est pas détaché avec le vent. Arrête de le blâmer, Gemma. C'était un accident. Il regardait juste le bateau. Il n'avait pas l'intention de le sortir. Juste regarder le bateau, à minuit, sur l'emplacement de quelqu'un d'autre, avec 2 de ses amis. La mâchoire de Vivien s'est crispée. Baisse d'un ton. Je ne crie pas. Je me suis tourné vers 3. Il se tenait à 2 mètres, derrière Vivien. Il avait les mains dans les poches, et regardait l'eau, comme si la conversation concernait quelqu'un d'autre. À quelle heure as-tu quitté la maison, hier soir, 3 ? Vers minuit. Où es-tu allé ? Je me suis juste baladé en voiture. Dans quel véhicule ? Ta voiture est sur le parking, en ce moment. Elle n'était pas là, quand j'ai fermé à 18 heures. La bouche de 3 s'est ouverte. Il a regardé Vivien. Ça suffit, Gemma, a dit Vivien. As-tu pris mes clés, sur le comptoir, pendant le dîner, ai-je demandé. 3 s'est frotté la nuque. Sa main tremblait légèrement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé le sol. Beau est arrivé pour son service, peu de temps après. Il descendait le quai, avec son café. Il a regardé l'emplacement vide, puis les rochers. Ensuite, il a observé 3, dans ses vêtements propres, avec du sel séché sur ses baskets. Beau n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il ne s'est pas adressé à Vivien. Il m'a regardé et a dit, je commencerai le registre des dégâts, quand tu seras prête, marche. Puis, il s'est dirigé vers la station-service, et a commencé sa liste de vérification. Avec cette seule phrase, il m'avait offert quelque chose, que Vivien ne m'avait jamais accordé. Il m'a traité comme sa patronne, devant ma propre mère, sans qu'on le lui demande. Vivien a regardé Beau s'éloigner. Quelque chose, dans sa posture, s'est durci. L'inquiétude a quitté son visage. Elle a été remplacée, par cette expression que j'avais déjà vue, avant chaque campagne de culpabilisation, chaque appel de 90 minutes, ou chaque exigence déguisée, en observation sur les devoirs de la famille. Elle s'est tournée vers moi. Les mots sont sortis, acérés et précis. Ils visaient exactement les points qu'elle savait vulnérables. Tu gères un parking pour bateau, Gemma. Tu as 30 ans, pas de mari, pas d'enfant. Tu vis dans un appartement d'une chambre, qui empeste le diesel. Et tu vas rester là, devant ton collègue, à refuser d'aider ton propre frère, pour un bateau qui n'est même pas le tien. Qu'est-ce que tu protèges ? Exactement. Ton petit boulot avec un presse-papier. Elle l'a dit assez fort, pour que Beau l'entende, depuis la station-service. Elle l'a dit devant 3, qui fixaient ses chaussures. Elle a lâché ces mots, dans le calme du dimanche matin. Ils ont plané au-dessus du quai, de l'eau, et des rochers. Juste là où 92 000 $, appartenant à un inconnu, se remplissaient lentement d'eau de mer. J'ai failli répondre. J'ai failli ajuster mon tir à mon tour, et énumérer chaque facture de carburant, chaque code d'accès, chaque frais d'amarrage, et chaque facture de téléphone. Tout ce que j'avais silencieusement absorbé, pour que sa version de la famille puisse garder son illusion. Mais j'ai regardé le porte-clés en liège, accroché à ma ceinture. Celui qui était fissuré. Celui que 3 avait laissé tomber sur le pont du Bélinet, avant de l'encastrer dans les rochers. Et je me suis arrêté. La fissure traversait le milieu de la mousse. Il était intact, avant samedi soir. Il ne l'était plus,
à présent. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Environ 1 heure après l'arrivée de Vivien, un pick-up blanc s'est garé sur le parking. C'était Hank Brookfield, 63 ans, propriétaire de la marina depuis 31 ans. Il avait reçu l'alarme de nuit, vers 3 heures du matin. Il rendait visite à sa fille, à Richmond, et avait conduit 3 heures d'affilée. Il s'est avancé sur le quai, portant un dossier d'immatriculation en carton. Il s'est arrêté à l'emplacement 14, à observer les rochers, puis l'eau vide. Il a ensuite regardé Troy, qui se tenait à 3 mètres de là, dans ses vêtements secs, avec du sel sur ses chaussures. Puis, il a ouvert le dossier. Ce navire est enregistré au nom du docteur Edward Aldridge. Contrat de stockage premium, section 4. L'accès non autorisé à un navire client, par toute personne autre que le propriétaire enregistré, peut exposer la marina à une franchise de police commerciale de $25 000. Et ce, pendant que l'assureur enquête sur les responsabilités. Il a retiré la feuille d'immatriculation du dossier, l'a tourné vers nous, et a tapoté le nom imprimé du propriétaire. Madame, qui a autorisé votre fils à monter à bord de ce bateau? Les couleurs ont quitté le visage de Vivien, par étapes. Le front d'abord, puis les joues, puis la mâchoire. Elle avait construit toute sa matinée, autour d'une seule hypothèse, c'était un problème familial, qui appelait une solution familiale. Et la solution familiale consistait en ce que Gemma rédige le rapport. Ensuite, la compagnie d'assurance ferait un chèque, et toute cette affaire disparaîtrait. Exactement comme le délit de fuite de Troy, sa facture de téléphone, et ses frais de carburant, avaient disparu. Elle avait répété le mot « accident » dans la voiture. Elle n'avait pas prévu que le propriétaire de la marina se tiendrait sur son quai, avec des papiers d'immatriculation, portant un nom étranger au nôtre. C'était un accident, a-t-elle dit. Sa voix était plus fluette, à présent. La ligne d'amarrage, l'amarre de proue a été retirée, et l'amarre de poupe a cassé sous la puissance du moteur, a dit Hank calmement. Ce bateau ne s'est pas détaché avec le vent. Gemma, avons-nous des images? Oui, nous en avons. Hank a hoché la tête une fois. Sors-les. Je dois appeler le docteur Aldridge. Troy a finalement pris la parole. Sa voix était plate, répétée. C'était la voix d'un homme, qui s'était entraîné à prononcer sa phrase, pendant le trajet. Le vent s'est levé. Je vérifiais le bateau, pour Gemma. Il s'est détaché, et j'essayais de le ramener, quand il a heurté les rochers. C'est tout ce qui s'est passé. Hank a regardé Troy, pendant un long moment. Puis il m'a regardé. Ce jeune homme, était-il autorisé à vérifier un quelconque navire, dans cette marina? Non. Quelqu'un, était-il autorisé à accéder à ce navire, en dehors des heures d'ouverture? Non. Alors, nous avons un problème bien plus grave que le vent. Hank a fermé le dossier. Je serai dans le bureau. Apportez-moi la vidéo, et le formulaire d'incident. Si vous suivez le coin Reddit, vous savez que le moment où tout bascule, n'est jamais celui auquel on s'attend. Les papiers d'immatriculation, c'était une mauvaise nouvelle. Mais ce que j'ai trouvé ensuite, était encore pire. Cet après-midi-là, en compilant la documentation de l'incident, j'ai sorti les registres de carburant des 24 derniers mois. Les frais non autorisés de Troy s'y trouvaient toujours. $1 400, enfouis dans la ligne des frais divers, là où je les avais déplacés. Avec l'ouverture d'une enquête active, n'importe quel audit ferait remonter ces chiffres maquillés. Je les avais cachés pour protéger Troy. Maintenant, ils constituaient la preuve d'un comportement récurrent. J'ai imprimé les registres, et je les ai moi-même ajoutés au dossier de l'incident. Ma propre dissimulation faisait désormais partie du dossier officiel. C'était la seule façon de garder le reste de la documentation inattaquable. Lundi matin, la police a convoqué Troy pour une déclaration complémentaire. Il s'est assis en face de l'agent et a fait ce qu'il faisait toujours quand la pression devenait trop forte. Il a rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Il a raconté à l'officier que sa mère lui avait indiqué où se trouvaient les clés. Il a ouvert le fil de discussion sur son téléphone et le lui a montré. L'officier a photographié l'écran. L'un des messages de Vivien, envoyé samedi à 22h48, disait « Les clés sont sur son comptoir. Elle ne remarquera rien avant le matin ». L'officier a inclus la photographie dans le rapport complémentaire.
Une copie a atterri sur mon bureau, le mardi matin, dans le cadre du dossier d'incident de la marina. J'ai fixé l'horodatage, pendant un long moment. Ensuite, j'ai posé le rapport sur le bureau, et je me suis assise, les mains à plat sur la surface. Vivien n'avait pas couvert 3 après les faits. Elle l'avait dirigé vers les clés. Elle avait tout chronométré. Elle avait calculé que je ne m'en apercevrais que le matin, et que d'ici là, le bateau serait de retour à sa place. Ainsi, personne ne saurait jamais rien. La soirée au coucher du soleil, les frais de carburant, le jet-ski, la facture de téléphone. Rien de tout cela ne venait d'initiative solitaire de Troy. Vivien était l'architecte. Troy n'était que l'outil. Les clés sur mon comptoir étaient simplement le dernier matériel qu'elle avait utilisé sans me demander. J'ai failli écrire dégâts météorologiques sur le rapport d'incident. J'ai tenu le stylo au-dessus de la ligne. Et j'ai pensé à Hank, me tendant le flotteur en liège, cette première semaine, en disant que c'était 30 ans de confiance, sur un seul anneau. Le stylo n'a pas touché le papier. J'ai rapproché le clavier, et j'ai tapé la vérité. Le mardi, la compagnie d'assurance a appelé. Délai de dépôt, 72 heures après l'incident. L'expert m'a expliqué que la compagnie avait ouvert des enquêtes distinctes. L'une sur la perte du navire, l'autre sur l'opération non autorisée de Troy, et une dernière, sur les procédures de contrôle des clés de la marina. Rien n'était encore décidé. Savoir si Troy, la marina, ou les deux, seraient tenus pour responsables, dépendrait de l'enquête. Puis, l'expert a mentionné autre chose. Nous avons reçu un appel la semaine dernière. Quelqu'un posait des questions générales, sur l'utilisation non autorisée de navires, dans les marinas. Des questions hypothétiques. Elle n'a pas fait référence à une police d'assurance spécifique, et n'a pas donné de nom que nous puissions vérifier. L'appel provenait d'un numéro enregistré au nom de Vivien Marsh. Des questions générales et hypothétiques. Vivien ne connaissait pas les détails de la couverture de Brookfield, mais elle avait appelé, avant l'accident. Avant même que Troy ne prenne les clés. 3 jours avant le dîner du samedi. Elle préparait le terrain, pour tester si l'assurance pourrait absorber, le type de sinistre qu'elle prévoyait de créer. L'expert m'a envoyé, par email, le journal des appels avec l'horodatage. J'ai déposé le rapport d'incident, le jeudi matin. Chaque ligne était exacte. Chaque horodatage correspondait aux enregistrements vidéo. La semaine suivante, un expert maritime a inspecté le Bellinet et a confirmé ce que je soupçonnais depuis le quai. Perte totale. L'assureur du docteur Aldridge a évalué le sinistre à 92 000 $ et a ouvert un dossier de subrogation contre Troy en tant que partie responsable. L'assureur de la marina a ouvert, en parallèle, une enquête sur les procédures de contrôle des clés. Cela signifiait que Hank et moi devions tous les deux répondre à des questions. Nous devions expliquer comment la clé d'un employé avait fini entre les mains d'une personne étrangère au personnel. L'avocat du docteur Aldridge a envoyé à Troy une lettre de mise en demeure préliminaire. Elle l'informait que des procédures de recouvrement étaient en cours de préparation. La lettre ne mentionnait pas encore le montant final. Elle précisait que l'assureur avait l'intention de réclamer la valeur totale de remplacement du navire. À cela s'ajouteraient les frais de sauvetage et les frais de justice. Une fois l'enquête sur les responsabilités terminée, la réalité a frappé, Troy n'avait pas d'emploi, pas d'économie, pas d'actifs, et pas d'assurance. Vivien a appelé le cabinet d'avocats pour demander un plan de paiement. L'assistante juridique lui a répondu qu'aucun arrangement ne pourrait être discuté avant la clôture de l'enquête et l'émission de la demande finale. Vivien a demandé si sa maison pouvait servir de garantie. L'assistante a expliqué que la maison devait avoir une valeur nette suffisante. Une hypothèque de 114 000 $ sur une propriété évaluée à 120 000 $ n'avait aucune chance d'être acceptée. 2 semaines après l'accident, la réunion mensuelle des propriétaires d'emplacement a rempli le clubhouse de la marina. 32 propriétaires de bateaux étaient assis sur des chaises pliantes, des tasses de café en équilibre sur les genoux. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus d'eux. Le docteur Aldridge était assis au premier rang, avec ses lunettes de lecture et un bloc-notes juridique sur les genoux. Hank s'est tenu à l'avant et a présenté le résumé de l'incident. Il n'a pas nommé Troy, mais les faits étaient sans équivoque. Un accès non autorisé après les heures d'ouverture, via la clé d'un employé. Un navire client
évalué à 92 000 $, détruit contre les rochers du chenal. Une réclamation d'assurance déposée. Un rapport de police enregistré. Et une révision complète des protocoles de sécurité nocturne, en cours. Cela incluait un nouveau suivi électronique des clés, pour remplacer le système manuel. Un homme au 3e rang, a levé la main. C'était un officier des gardes-côtes à la retraite, qui gardait un Boston Whaler à l'emplacement numéro 8. Qui est le responsable? Hank a répondu que le rapport de police était un document public, disponible au bureau du greffier du comté. Il a ajouté que la marina ne nommerait aucun individu lors de cette réunion. L'homme a hoché la tête. L'atmosphère de la pièce a changé. Les gens ont regardé leur tasse de café. Puis, Madame Cahill s'est levée. C'était une femme mince, au 2e rang, avec des cheveux argentés, et des lunettes de lecture repoussées sur le front. Elle faisait partie du cercle paroissial de Vivien. Elles déjeunaient ensemble, 2 fois par mois. Elle n'a regardé personne directement. Vivien Marsh m'a dit la semaine dernière, que c'était des dégâts causés par la tempête, a-t-elle déclaré. Elle s'est rassise, et a croisé les mains sur ses genoux. Personne n'a eu le souffle coupé. Personne n'a chuchoté. Le silence dans la pièce était bien plus dense que cela, bien plus lourd. Le genre de silence qui s'installe, quand 30 personnes comprennent la même chose, en même temps, et que personne ne veut être celui qui le dit à voix haute. Une chaise métallique a grincé. L'officier des gardes-côtes à la retraite a décroisé puis recroisé les bras. Une femme, près du fond, a tourné la tête vers le mur. Le docteur Aldridge ne s'est pas retourné. Son stylo était immobile. Il n'avait pas besoin de se retourner. La confrontation s'est déroulée par étapes. La première a eu lieu le dimanche matin, sur le quai, quand Vivien a qualifié ma carrière de parking, et ma vie de mauvaise blague. La seconde est arrivée, le jeudi soir. Après que la police ait recueilli la déclaration de Troy, et que le rapport ait été déposé, Vivien est venue à mon appartement. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte, et m'a dit que j'avais détruit l'avenir de mon frère. Cette lettre de mise en demeure va le poursuivre pendant 20 ans. Elle a ajouté que le rapport de police était une réaction excessive. Les familles règlent leurs problèmes, en famille, Gemma. Elles n'appellent pas les flics, et ne remplissent pas de paperasse, contre leur propre sang. Les familles ne volent pas non plus les clés de travail de leurs filles, pour fracasser le bateau de quelqu'un d'autre. Il a fait une erreur. Il a fait un choix, et toi aussi. Vivien a croisé les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai laissé la question en suspens. Puis, je lui ai tout détaillé, point par point. Troy a facturé 1400 $ de carburant, sur le compte d'exploitation de la marina, pendant 2 étés. Tu as donné le code du portail à 12 femmes, pour une fête que je n'ai jamais approuvée, et j'ai payé les 200 $ de frais de nettoyage. Troy a stocké son jet ski à l'emplacement 22. Pendant 3 mois, sans contrat. Cela représentait 600 $, que j'ai couvert. Tu as appelé la compagnie d'assurance de la marina jeudi dernier, 3 jours avant le dîner. Tu as posé des questions hypothétiques, sur l'utilisation non autorisée de navires. Ils ont le journal des appels, avec ton numéro de téléphone, et l'heure exacte. Ensuite, samedi soir, tu as envoyé un SMS à Troy, à 22h48. Tu lui as dit que les clés étaient sur mon comptoir, et que je ne m'en apercevrais que le lendemain matin. Troy a montré ce message à la police lui-même, quand il a essayé de rejeter la faute sur toi. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Tu as étudié l'angle de l'assurance. Tu as indiqué à Troy où étaient les clés. Et quand tout a échoué, tu l'as conduit à la marina, et tu m'as dit de mentir, sur un rapport d'incident, pour que rien de tout cela ne se sache. La main de Vivien a cherché le cadre de la porte. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a fait un demi-pas en arrière, et son épaule a heurté le mur du couloir. Sa respiration est devenue saccadée, et rapide. Ses yeux passaient de mon visage au sol, puis au mur, à ses propres mains, et de nouveau à mon visage. Elle cherchait une version de cette conversation, où il lui resterait encore un coup à jouer. Gemma, écoute-moi. Sa voix s'est brisée, mais elle essayait encore. Elle calculait toujours. J'essayais de vous protéger, tous les deux. Si l'assurance le couvrait, personne ne serait blessé. Ni Troy. Ni toi, ni la marina.
L'appel à l'assurance a eu lieu avant l'accident. Tu ne réagissais pas à un accident. Tu en planifiais un. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton numéro de téléphone est dans le journal des appels, maman. Jeudi, tu as demandé ce qui se passait quand quelqu'un prenait un bateau sans permission. 3 jours avant d'envoyer un texto à 3, pour lui dire où trouver mes clés. La main gauche de Vivien a lâché le cadre de la porte. Sa main droite s'est posée sur sa clavicule et a appuyé. Ses genoux ont légèrement fléchi, comme si le sol s'était dérobé. Elle a pris appui contre le mur. Toute couleur avait disparu de son visage. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. Elle recalculait. Elle cherchait sa prochaine manœuvre. Mais chaque manœuvre qu'elle avait jamais tentée nécessitait une version de moi qui répondait à la culpabilité. Une version qui couvrait les frais et déplaçait les chiffres vers une ligne que personne ne vérifiait. Et cette version de moi avait cessé d'exister sur un quai au lever du soleil 8 jours plus tôt. Tu m'as dit que je gérais un parking pour bateaux. Tu as dit que j'avais un petit boulot de gratte-papier. Tu as dit ça devant Beau, devant ton fils et devant tout le quai. J'ai brandi mon téléphone avec la capture d'écran de son SMS à 3. La fille du parking avait des caméras, maman. Et le bateau a un nom sur son immatriculation qui n'est pas le nôtre. Vivien a essayé par 4 fois de trouver une issue dans ce couloir. La première tentative fut une négociation. Et si 3 remboursaient? On peut mettre en place un plan de paiement. Je me porterai garante. On peut faire disparaître tout ça sans que le rapport de police ne devienne public. Le rapport de police est déjà public, maman. Il a été déposé dimanche, et 3 n'a aucun revenu pour effectuer des paiements. La deuxième tentative fut une menace. Si tu ne retires pas ce rapport, je parlerai à Hank des frais de carburant que tu as déplacés. Tu les as cachés, toi aussi, Gemma. Tu n'es pas toute blanche. Les frais de carburant sont dans le dossier de l'incident. Je les y ai mis moi-même. Hank les a vus. Il m'a donné un avertissement écrit pour avoir déplacé ses frais, et je l'ai signé. Son visage a changé. La menace était sa meilleure carte, et je l'avais déjà jouée contre moi-même. La troisième tentative fut une diversion. Et ses amis? Ils étaient sur ce bateau, eux aussi. Pourquoi personne ne s'en prend à eux? Les amis de 3 n'avaient pas les clés. C'est 3 qui les avaient. 3 a conduit le bateau. Le nom de 3 est sur le rapport de police, parce que c'est lui qui a pris le bateau. La quatrième tentative fut le murmure. Sa voix est devenue très basse. Elle a pris ce ton de confessionnal qu'elle utilisait quand elle voulait que la conversation ressemble à une prière plutôt qu'à une dispute. Gemma, je t'en prie. C'est ton frère. Si cette affaire va plus loin, il ne s'en remettra jamais. Il a pris un bateau à 92 000 $ qui ne lui appartenait pas. Il l'a encastré dans des rochers dont il ignorait l'existence parce qu'il ne sait pas ce qu'est une table des marées. Et il ne m'a pas appelé. Il t'a appelé, toi. Et toi. Tu m'as dit de rédiger un faux rapport. C'est ça qui s'est passé. C'est ce que dit le dossier. Et c'est ce que la compagnie d'assurance du docteur Aldridge va lire quand elle décidera de ce que ton fils doit payer. Fini les codes de portail pour tes amis. Fini le carburant gratuit. Pour 3. Fini de couvrir des frais que je me persuadais d'être assez petits pour être ignorés. C'est le dernier dollar. La dernière faveur. La dernière fois que j'ouvre cette porte pour l'un de vous deux. Elle est partie sans fermer la porte. Je l'ai fermée moi-même. Je suis resté debout, la main sur la poignée. J'ai écouté ses pas s'éloigner dans les escaliers, jusqu'à ce que le bâtiment retrouve son calme. Le porte-clés en liège fissuré reposait sur le comptoir de ma cuisine. La fissure le traversait en son milieu, fendant la mousse orange en 2 moitiés, toujours attachée, mais à peine. J'ai ouvert le tiroir à babioles, je l'ai glissé à l'intérieur, et je l'ai refermé. 3 semaines plus tard, Vivien a appelé. Elle pleurait. Ton père est parti, quand tu avais 9 ans. Je vous ai élevés toute seule, 3 et toi. J'ai renoncé à ma carrière d'enseignante, pour vous deux. Pendant 30 ans, j'ai maintenu cette famille unie. Et c'est comme ça, que tu me remercies?
en laissant des étrangers, sans prendre à ton propre frère? J'ai failli répondre. J'ai failli laisser le moteur de la culpabilité redémarrer. Ce même moteur, qui avait financé 14 mois de factura de téléphone, 2 étés de frais de carburant, 3 mois de frais d'amarrage, le nettoyage d'une soirée au coucher du soleil, et toute une vie de présence, quand 3 ne daignait même pas se présenter pour lui-même. Mais le SMS était toujours dans mon téléphone. Les clés sont sur son comptoir. Elle ne remarquera rien avant le matin. Cette phrase n'exprimait aucun chagrin. Ce n'était pas une mère paniquée. C'était un inventaire. Elle avait comptabilisé mes clés, comme elle avait comptabilisé ma patience. Et les deux étaient une monnaie d'échange, qu'elle dépensait sans demander. Je n'ai rien dit au téléphone. J'ai laissé sa voix remplir le silence, pendant encore 10 secondes. Puis, j'ai ouvert la capture d'écran, de la vidéo de sécurité. 3 marchant vers l'emplacement 14, à 23h47. Le flotteur en liège, visible dans sa main droite. L'horodatage dans le coin. Les lumières du quai, éclairant la mousse orange qu'il serrait. Une seule image. Un seul cliché. Tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer, exposé en couleur. Sur l'image horodatée d'une caméra de sécurité, dont elle ignorait l'existence. Pendant qu'elle pleurait sur les sacrifices familiaux, je lui ai envoyé cette photo. J'ai attendu que le message s'affiche comme distribué. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'ai changé de numéro, à la boutique de téléphonie. La femme derrière le comptoir m'a demandé, quel contact je voulais transférer. J'ai répondu, tous, sauf un. 2 semaines plus tard, le frère de Vivien, Jean, l'a appelé. Jean avait 64 ans. C'était un électricien à la retraite de Frédéricsburg, qui avait travaillé dans les métiers syndiqués, pendant 35 ans. Il avait entendu parler de la réunion, par un ami qui avait un voilier à Brookfield. Tu as fait voler les clés de ta fille, par ton fils, a dit Jean. Tu as essayé de la forcer, à mentir sur un rapport officiel. Et maintenant, tu racontes aux gens, qu'elle est ingrate. Je ne te soutiendrai pas là-dessus, Vive. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé, Jean. 3 était confus. Alors il n'aurait pas dû être sur ce bateau, et tu n'aurais pas dû lui dire où étaient les clés. Le silence s'est étiré. Tu as perdu la seule personne de cette famille, sur qui on pouvait compter. C'est à toi d'emporter le poids, pas à elle. Il a raccroché. Jean était la dernière personne, dont Vivien pouvait utiliser l'opinion à son avantage. Jean m'a envoyé un texto, le lendemain. Ta mère m'a appelé pour chercher du soutien. Elle n'en a pas eu. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai sauvegardé ce message, dans un dossier intitulé Ceux qui l'ont dit à voix haute. Il contenait 2 entrées, Jean et Beau. La lettre de mise en demeure est restée sur la table de la cuisine de Vivien, pendant 6 semaines. 3 n'a pas trouvé de travail. Il a postulé à 2 endroits, la première semaine. Il a arrêté de chercher, après la deuxième. L'avocat du docteur Aldridge a envoyé un second avis. Celui-ci contenait une estimation préliminaire de recouvrement, 92 000 $ pour le remplacement du navire. Plus de 200 $ de frais de sauvetage. Auxquels s'ajoutaient des frais juridiques et administratifs, qui continuaient de s'accumuler. La lettre avertissait qu'une fois le montant final établi, l'assureur poursuivrait toutes les options de recouvrement disponibles. Cela pourrait inclure une saisie sur salaire, dès que 3 aurait des revenus. 3 s'est assis à la table de la cuisine, avec la lettre et une calculatrice. Il a fixé un nombre, bien plus grand que tout ce qu'il avait jamais gagné, en une année entière. Vivien était assise en face de lui. Elle l'a regardé lire la lettre, à 2 reprises. Elle n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire, qui puisse réduire ce montant. Un mardi soir d'août, vers 20h, Vivien s'est assise à la table de la cuisine. Les lettres de mise en demeure étaient repoussées sur le côté. Il y avait un verre d'eau, qu'elle s'était versé 20 minutes plus tôt, et auquel elle n'avait pas touché. 3 étaient au sous-sol, la porte fermée. La maison était silencieuse, de cette façon si particulière aux maisons, où vivent 2 personnes, qui refusent d'être dans la même pièce. Elle a pris son téléphone, et a fait défiler ses contacts jusqu'au mien. La photo à côté de mon nom, datait d'un barbecue à la marina, 2 ans plus tôt. Elle a appuyé sur appeler. Le message automatique lui a indiqué que le numéro composé n'était plus en service.
Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Elle a gardé le téléphone collé à son oreille, pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement. Elle écoutait le vide, le pouce posé sur l'écran. Puis, elle a lentement abaissé le téléphone. Elle l'a posé, face vers le bas, sur le comptoir, juste à côté du porte-clés en liège fissuré. Celui que Troy avait laissé là, le matin après l'accident. La mousse s'était davantage fendue, au fil des semaines. L'orange avait pâli, pour devenir un jaune clair sur les bords, là où le sel et le soleil l'avaient décoloré. Les deux moitiés étaient toujours attachées, mais l'écart entre elles était désormais visible. Un bout de l'anneau en laiton apparaissait à travers la fissure. Elle n'a pas repris le téléphone. Elle n'a pas ramassé le porte-clés. Elle a éteint la lumière de la cuisine et est allée dans sa chambre. Les lettres de mise en demeure sont restées sur la table, dans l'obscurité. À côté du verre d'eau, de la calculatrice et du flotteur en liège. Cet objet qui signifiait autrefois quelque chose, pour quelqu'un qui n'était plus joignable. Le samedi suivant la fête du travail, Hank m'a appelé dans son bureau. Il avait examiné l'intégralité du dossier de l'incident. Les registres de carburant, l'enregistrement de l'appel à l'assurance, le SMS figurant dans le supplément de la police. Il est resté assis derrière son bureau, un instant. D'abord, les frais de carburant. Il a fait glisser une simple feuille de papier sur le bureau. C'était un avertissement écrit officiel. Tu as déplacé $1 400 de frais non autorisés vers une ligne de frais divers pour les cacher. C'est une falsification des registres financiers de la Marina. J'ai besoin que tu signes ça. Et je veux que chaque ajustement précédent soit corrigé et documenté d'ici la fin du mois. Je l'ai signé. Il m'a regardé poser le stylo. La confiance ne signifie pas éviter les conséquences, a-t-il dit. Ça veut dire la vérité, avant que quelqu'un d'autre ne la découvre. Tu as dit la vérité. Tu as consigné tes propres erreurs dans le dossier, alors que tu aurais pu les enterrer plus profondément. C'est pourquoi, ce poste est à toi de manière permanente. Il a fait glisser un nouveau porte-clés en liège sur le bureau. De la mousse orange, un anneau en laiton, et 2 clés sur le côté. De petites lettres y étaient gravées, DIROPS. Je l'ai accroché, à mon passant de ceinture. Cet après-midi-là, j'ai arpenté le quai, comme je le faisais chaque samedi. L'emplacement 14 accueillait un nouveau navire. Un autre bateau des Aldridge. C'était une console centrale de 24 pieds, avec une coque bleu foncé. Le docteur Aldridge avait renouvelé son contrat de stockage, après l'incident. Il avait mis en avant la transparence de Hank, et l'exactitude de mon rapport. Il m'avait serré la main lors de la réunion du conseil d'administration, et m'avait dit, vous auriez pu me rendre la vie très difficile, mademoiselle Marsh. Vous avez choisi de ne pas le faire. 2 autres propriétaires de bateaux ont prolongé leur contrat ce mois-là. La Marina n'a perdu aucun client. Beau était à la station-service. Il nettoyait au jet d'eau la plateforme des pompes, comme il le faisait chaque samedi après-midi. Il était lent et méthodique. Le tuyau était enroulé à ses pieds. Il a levé les yeux quand je suis passé. Il a hoché la tête une fois. Puis, il s'est remis au travail. Il n'y avait rien d'autre à dire, entre nous. Il n'y en avait jamais eu besoin. Le travail parlait de lui-même. La table des marées, sur le mur du bureau, indiquait la pleine mer à 6h12. Le chenal était profond et dégagé. Les rochers se trouvaient à 4,5 mètres sous la surface. Personne ne pourrait les percuter, même en essayant. Dans la cuisine de Vivien, les lettres de mise en demeure trônaient toujours. 3 étaient au sous-sol, faisant défiler un téléphone, dont le forfait n'était plus sur mon compte. J'en avais pas retourné les appels de Vivien, depuis 3 semaines. Le flotteur en liège fissuré, reposait sur son comptoir. Juste à côté d'un téléphone, qui ne pouvait plus m'atteindre. Et d'une pile de papier, qu'elle ne pouvait pas faire disparaître d'un coup de baguette magique. Mon appartement était calme, ce soir-là, les fenêtres grandes ouvertes. Le nouveau flotteur en liège à ma ceinture, était lisse et intact. Mon titre y était gravé. Parce que je l'avais mérité. En écrivant la vérité sur un formulaire. Alors que la chose la plus facile, la chose familiale, celle que j'avais faite à chaque saison pendant des années, aurait été de déplacer les chiffres, vers une ligne que personne ne vérifiait. Et de laisser le système continuer à tourner sur mon dos,
pendant une année de plus. Les clés sont restées accrochées à ma ceinture. Elles n'avaient jamais touché l'eau. Merci d'avoir écouté le coin Reddit. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous et laissez un commentaire, pour me dire ce que vous auriez écrit, sur ce rapport d'incident.